Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette rencontre, la 201e de l'Institut Thomas More. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle visioconférence géopolitique. Certains d'entre vous sont des habitués, notamment de notre programme. Bienvenue à tous et merci encore. Je remercie également nos trois intervenants, Marie Gégaud, Selmine Seda-Kochkoun et Jean-Sylvestre Montgrenier, d'être avec nous ce soir. Je vous les présenterai d'un mot dans un instant. Nous avons le plaisir d'organiser cette visioconférence à l'occasion de la parution cette semaine aux presses universitaires de France du nouveau livre de notre ami Jean-Sylvestre Montgrenier, directeur de recherche à l'Institut Thomas More, livre que je vous montre, Le monde vu d'Istanbul, géopolitique de la Turquie et du monde altaïque. Il s'agit d'une véritable somme, sous forme de dictionnaire, des conceptions géopolitiques turques et de leurs prolongements stratégiques et militaires. C'est évidemment de cette thématique-là, notamment, que Jean-Sylvestre nous entretiendra tout à l'heure. Vous le savez, depuis sa création, l'Institut Thomas More travaille sur les dynamiques géopolitiques contemporaines sous l'angle spécifique de la sécurité et de la défense des intérêts vitaux de l'Europe, des pays et des peuples européens. C'est la raison pour laquelle nous avons concentré notre intérêt depuis des années sur les questions spécifiques des enjeux militaires et de défense de l'Europe, la question de l'OTAN et du lien transatlantique et l'environnement géopolitique immédiat de l'Europe avec la zone sahélo-saharienne au sud, la Russie et le monde post-soviétique à l'est, et la Turquie sur le flanc sud-est de l'Europe. Devinant, si je puis dire, l'importance décisive pour la Turquie comme pour nous des élections de ce dimanche 14 mai, dont nous allons parler ce soir, nous avons par ailleurs lancé en novembre 2021 une veille mensuelle de l'actualité turque que je vous montre rapidement ici. Voici la veille géopolitique et voici la veille politique. Veille mensuelle, qui nous a permis de suivre au plus près l'actualité et là surtout la situation dans le pays. Cette veille, publiée en français et en anglais, est diffusée depuis 18 mois aux responsables institutionnels, aux chercheurs, aux experts et à nos membres. Un certain nombre d'entre vous donc l'ont reçue et j'espère lu et consulté. Cette veille, donc encore une fois que nous publions, c'est là que je connais qu'il a réalisé et c'est l'occasion ce soir pour moi de la remercier amicalement devant vous tous pour son travail à la fois efficace et discret réalisé chaque mois qui nous a permis donc de construire un regard et une réflexion sur l'état de la Turquie contemporaine et nous permet ce soir d'échanger avec vous. Merci donc, chère Selmine, pour ce travail déjà réalisé et également pour le travail à venir. Alors, dans 5 jours, donc, 64 millions de citoyens turcs votent. Vous le savez tous, puisque vous suivez l'actualité. Pour la première fois depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, je le rappelle, comme Premier ministre de 2003 à 2014, puis comme président depuis presque 9 ans. Donc, pour la première fois depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan est en difficulté et pourrait perdre l'élection. Cette hypothèse, dont beaucoup se réjouissent naturellement, ouvre une foule de questions que je vous propose de nous poser ensemble ce soir. Je vais en lister un certain nombre, elles sont sans doute pas complètes, il y en aura sans doute d'autres, mais ça va permettre de structurer nos échanges. Alors la première question qu'il faudra peut-être se poser, c'est tout simplement la suivante. À 5 jours de l'échéance, ce scénario d'une défaite d'Erdogan, qui encore une fois enthousiasme un certain nombre, aussi bien en Turquie qu'en dehors de la Turquie, ce scénario de la défaite est-il crédible et dans quelle mesure est-il valable aujourd'hui à 5 jours de l'échéance? Ensuite, question qui vient immédiatement après, en cas de défaite, et j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'une élection présidentielle à 2 tours et que le second tour aura lieu le 28 mai. Donc, en cas de défaite d'Erdogan, peut-on anticiper sa réaction et celle de l'AKP, son parti? Et faut-il craindre qu'il n'abandonne pas facilement le pouvoir? En un mot net et clair, y a-t-il un risque de coup d'État? Troisième question, plus vaste et plus sociale. On a beaucoup parlé de la révolution AKP et de la transformation politique, idéologique, institutionnelle, mais aussi sociale et économique menée depuis ces 20 dernières années dans le pays. Quelle est l'ampleur de cette transformation? Quelle est la profondeur, si je puis dire, de l'empreinte de 20 années de pouvoir d'Erdogan et de l'AKP sur la Turquie d'aujourd'hui et sur celle de demain? Poser cette question, c'est notamment poser la question de la jeunesse turque. Autre question qui, cette fois, nous ramène à l'élection. Qui est Kemal Kılıçdaroğlu, leader du CHP, parti de centre
gauche et principal concurrent d'Erdogan. Quel est son programme politique et que veulent les principaux partis d'opposition réunis derrière lui dans l'Alliance nationale? Deux autres questions encore qu'il faudra aborder, celle de la place de la religion, alors qu'Erdogan et l'AKP mènent une campagne nettement islamo-conservatrice. Également, deuxième question, la délicate question kurde, alors que le HDP, principal parti kurde, soutient l'opposition, le candidat de l'opposition des candidats à l'élection législative, aux élections législatives qui ont lieu en même temps. Enfin, autre série de questions, nous nous intéresserons à la dimension internationale de l'élection. Quelles conséquences extérieures ce bouleversement politique intérieur pourrait-il avoir? Le dessein géopolitique d'Erdogan entre Orient et Occident, si je puis dire, se perpétuera-t-il sans lui? Et si oui, sous quelle forme? L'OTAN, la Russie, le Moyen-Orient, autant de questions stratégiques pour la Turquie sur laquelle il conviendra de s'interroger ce soir entre nous. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, et encore une fois à quelques autres peut-être, nous avons le plaisir de recevoir trois intervenants que je vous propose sans attendre, que je vous présente, pardon, sans attendre. Tout d'abord, Marie Gégaud. Merci, chère madame, d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste au service international du Monde et vous avez été correspondante à Istanbul en 2014 et 2022, c'est dire que vous venez de rentrer il n'y a pas très longtemps à Paris. Vous connaissez particulièrement bien la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Avec vous, nous ferons le bilan de ces 20 années de pouvoir et des transformations qu'il a fait subir à son pays. Ensuite, nous écouterons Selmin Selakoşkun, je l'ai dit, chercheuse associée à l'Institut Thomas More depuis novembre 2021, docteur en sciences politiques de l'Université d'Istanbul, enseignante ici à l'Institut catholique de Paris. Avec vous, chère Selmin, nous nous demanderons qui est, ce que veut et ce que peut faire l'opposition et son champion. Enfin, Jean-Sylvestre Mongrenier, docteur en géopolitique, professeur agrégé d'histoire-géographie, chercheur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 Saint-Denis et directeur de recherche à l'Institut Thomas More, vieil ami et fidèle ami de l'Institut. Nous demanderons avec vous, cher Jean-Sylvestre, nous vous demanderons plutôt, cher Jean-Sylvestre, de nous dire quel aura été le dessein géopolitique de Recep Tayyip Erdogan, s'il a réussi à le réaliser en tout ou en partie, et si un changement de pouvoir à Ankara en modifierait la trajectoire, question fondamentale pour nous autres occidentaux et européens. Mais sans attendre, je passe la parole à Marie Gégaud pour faire d'abord un point, si je puis dire, un bilan des 20 années de pouvoir d'Erdogan au pouvoir, pardon, et de tracer peut-être quelques perspectives pour l'élection présidentielle. Madame Gégaud, c'est à vous. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la Turquie d'Erdogan. Évidemment, la période qui s'ouvre là est extrêmement importante, hein, pas seulement pour la Turquie, mais comme on l'a dit, pour l'Europe, pour le monde. Et pour la première fois de sa longue carrière politique, Recep Tayyip Erdogan n'aborde pas cette élection en favori. Jusqu'ici, 20 ans, donc en 20 ans, il a quand même gagné à peu près 13 élections, 5 législatives, 2 présidentielles, 2 référendums, 4 municipales. Enfin, lui et son parti ont vraiment, jusqu'ici, ont toujours été couronnés de succès. Incontestablement, depuis ces dernières années, il est quand même en déclin. Il dispose certainement d'une base solide, mais il ne fédère plus. Et aujourd'hui, en fait, alors que aussi s'ouvre une page importante de l'histoire de la Turquie, parce que le 29 octobre 2023, on va célébrer le 100e anniversaire de la République fondée par Mustafa Kemal. Voilà, c'est une période importante parce que les électeurs turcs vont se retrouver face à un choix. Et plus qu'un choix entre 2 candidats, ça va être un choix entre 2 modes de vie, hein, entre un mode de vie conservateur et pieux et un mode de vie plus progressiste, plus ouvert et certainement plus pro-occidental. La spécificité de cette élection, hein, parce qu'on peut rappeler que la Turquie, et vous le savez, l'état de droit en Turquie a été considérablement malmené par Erdogan ces dernières années, mais la spécificité turque, c'est que malgré l'érosion de l'état de droit,
l'élection reste quand même un moment vraiment démocratique. Il y a une très très grosse participation, en général plus de 80%, et vraiment les élections comptent beaucoup pour les Turcs. Et pour eux, c'est une source importante de légitimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec le processus électoral. On l'a vu en 2019, au moment des élections municipales de 2019, quand Ekrem İmamoğlu, le candidat du parti CHP, Républicain du Peuple, du plus vieux parti de Turquie, fondé par Atatürk, quand cet homme, une jeune étoile montante du parti, a remporté la municipale à Istanbul avec 13 000 voix d'avance sur son rival de l'AKP. Et à ce moment-là, Erdogan, sur les conseils de son gendre, semble-t-il très influent, a essayé à nier ce résultat. Il l'a fait annuler. Il y a eu un deuxième tour et là, İmamoğlu, le candidat républicain, l'a emporté avec 800 000 voix de plus sur son rival que au premier tour. Donc, c'était vraiment très clair. Là, on voit bien que pour les Turcs, il n'est pas question de tricher. De plus, on peut rappeler que le parti d'Erdogan s'appelle Parti de la justice et du développement et qui touche beaucoup une population qui se dit pieuse. Et donc, pour ces gens, la notion de justice est très importante. Donc, ils n'aiment pas trop qu'on triche avec l'élection. Voilà, maintenant je vais aborder son bilan parce qu'évidemment, si au cas où il perdrait l'élection, donc une page va se tourner, on est dans une grande incertitude parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir un scénario rationnel et peut-être même un scénario irrationnel dans la mesure où ce pays est devenu assez imprévisible. Mais pour le moment, je vais donc essayer de vous raconter un petit peu qu'est-ce que Erdogan a fait pendant toutes ces années au pouvoir, 20 ans, c'est-à-dire plus que Mustafa Kemal Atatürk. En fait, on peut distinguer, moi je dirais qu'il y a évidemment deux périodes, la période ascendante de son pouvoir, quand il devient, son parti gagne les élections législatives en 2002, lui-même devient Premier ministre en 2003, et ensuite, jusqu'en 2014, on peut dire qu'il jouit d'une popularité incroyable et il justifie ses promesses puisque il est fédérateur, il veut régler la question kurde, donc il a approché, même il y a eu des tentatives d'approche et de négociation avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui était jusqu'ici considéré comme terroriste et avec lequel on n'était pas censé parler. Donc, il représente l'ouverture et il est fédérateur, ce qui fait que son électorat, c'est pas seulement des gens de sa base pieuse, conservatrice. Non, c'est aussi des gens de gauche qui trouvent qu'il est bien, il est ce qu'il faut à la Turquie, parce que la Turquie était quand même, quand il l'a prise en main en 2003, était quand même un pays assez instable. Il y avait une crise économique grave, un tremblement de terre en 1999 qui avait fait 20 000 victimes selon les chiffres officiels, sans doute bien plus. Et donc, voilà, il s'est imposé comme quelqu'un qui apportait la nouveauté, la politique était quand même, il n'y avait que des coalitions au pouvoir, il y avait une grande instabilité. Donc, lui promettait la stabilité, la modernité, et puis aussi la promesse d'adhésion à l'Union européenne, puisque ça a été acté en 2005. Donc, tout ça fait qu'il est immensément populaire. Et la devise à l'époque de son parti, l'AKP, c'est eux, ils parlent, en disant eux, ils parlent des kémalistes, eux, ils parlent, mais nous, on fait. Et en effet, ils font. Ils modernisent la Turquie de façon incroyable, construction d'infrastructures, ponts, routes, trains à grande vitesse. À Istanbul, donc, ils améliorent considérablement le transport. On peut rappeler que Recep Tayyip Erdogan a été maire d'Istanbul de 1914 à 1998.
Donc voilà, c'est une Turquie nouvelle, il y a un souffle nouveau. Et vraiment, tout ça est très, très plaisant pour la population qui, à la fois, retrouve un niveau de vie. Il y a une croissance qui est pratiquement chinoise dans les années 2010, 2011, 2012. Donc, ça décolle. Vous m'entendez? Ah, ça s'est figé. Non, ça va? Voilà, donc tout en fait est à la hausse, quoi. Sa popularité, euh, cette modernisation incroyable, et puis évidemment ce projet de faire quand même de la Turquie une puissance régionale. Jusqu'ici, la Turquie resterait à cette époque quand même dans de bonnes relations avec les alliés traditionnels, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Mais évidemment, alors il y a le virage despotique du coup d'État raté de juillet 2016, qui quand même va changer énormément la donne. Coup d'État sur lequel on ne sait pas grand-chose finalement aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il a servi de prétexte à M. Erdogan pour une sérieuse reprise en main de l'opposition et une reprise en main aussi des institutions. Lui-même a été élu en 2014, donc il a changé le système turc, qui était un système parlementaire, donc ça devient un système présidentiel. Déjà en 2014, il est élu avec 51% des voix en tant que président. C'est une nouveauté pour la Turquie, puisque jusqu'ici, le président était un président potiche nommé par le Parlement, il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Donc, il devient président en 2014 et en 2018, en 2017, il adopte, il y a une réforme constitutionnelle qui est adoptée par référendum. Et en 2018, là, il devient vraiment hyper président. Et c'est là que, en fait, commence le déclin économique, en tout cas, c'est certain. Donc, ça coïncide, en fait, on peut dire que cette dérive à la fois autoritaire, à la fois une dérive vraiment qui va plomber ses derniers mandats, là, parce que c'est surtout, en fait, l'économie, sa carte maîtresse, qui était sa carte maîtresse lors de son premier mandat. Il avait promis la prospérité. De fait, le revenu par tête de la population turque avait été multiplié par 2 ou par 3, ce qui était important. Et là, à partir de 2018, tout commence à aller mal. Et peut-être que cette économie pourrait aujourd'hui lui coûter l'élection. Il pourrait peut-être perdre parce que la situation économique est extrêmement mauvaise et même un peu inquiétante. Donc, on peut dire que on est passé de l'espoir d'un réformateur. Il se présentait comme un réformateur. Il se présentait aussi, c'est intéressant, comme un persécuté, hein, puisque en 98, son mandat de maire d'Istanbul a été interrompu par une peine de prison. Il a été mis en prison par les militaires qui, à l'époque, avaient beaucoup d'influence. Et donc, il avait récité un poème nationaliste à connotation religieuse publiquement. Et donc, il a été mis quelques mois en prison, ce qui va considérablement renforcer sa popularité. Et, et donc, c'est au moment où il est en prison qu'il réfléchit à quitter le vieux parti, la matrice de l'islam politique en Turquie, le parti Refah, le parti de la prospérité, qui est dirigé par son mentor Necmettin Erbakan. Il va quitter ce parti, il va créer son propre parti. Il le crée en fait en 2001. Et en 2002, c'est-à-dire une dizaine de mois, douzaine de mois après avoir été créé, voilà que ce parti remporte l'élection. Donc c'est vraiment un phénomène, Erdogan est un phénomène incroyable. C'est aussi, on peut dire, un véritable animal politique qui aime le contact avec la foule, qui est immensément populaire, qui est un roi il est un infatigable hâbleur, il sait parler aux gens et surtout il leur dit je suis comme vous. Il n'arrête pas de répéter ça, je suis comme vous, et les gens le croient. Et donc
voilà, cet espoir, en fait, qu'il a donné pendant les toutes premières années de son règne, s'effrite petit à petit. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est cette position qu'il avait de persécuter, puisqu'il avait été mis en prison. Donc ensuite, quand il est élu, sans arrêt, il fera mention des persécutions, des militaires, du régime kémaliste qui interdisait aux femmes de porter le foulard. Lui, au contraire, il a permis aux femmes d'entrer à l'université, de travailler dans la fonction publique avec le foulard. Donc, il s'est vu comme un libérateur, mais aujourd'hui, il apparaît clairement comme un persécuteur, puisque quand même, on peut rappeler juste un petit détail pour vous donner une idée. Depuis son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu l'ouverture de 200 000 enquêtes judiciaires pour insulte au président. Donc, vous voyez un petit peu la chose, c'est-à-dire des gens qui, c'est arrivé, qui parlaient un petit peu fort dans un café, le critiquaient, voilà, se retrouvent dénoncés par les gens autour qui le disent à la police. Ensuite, une enquête est ouverte. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont été emprisonnées, bien sûr, mais pour vous dire le climat et cette dérive autoritaire et surtout comment il a fait de sa personne, enfin comment il s'est senti investi d'une mission historique en tant que défenseur de l'islam. Donc il a quand même changé l'orientation de la Turquie, l'orientation de politique étrangère en favorisant, bien sûr, il a essayé de redonner sa centralité géopolitique à la Turquie. Ça, c'est normal. C'est peut-être certainement les intérêts du pays. Néanmoins, il a quand même mis à mal les relations avec les alliés traditionnels, l'Union européenne, en plus avec vraiment une façon, un recours facile à l'insulte. On se souvient qu'en 2015, il avait traité Angela Merkel, la chancelière allemande à l'époque, de nazi. Plus récemment, il a parlé du fait que Emmanuel Macron avait un problème mental. Enfin, il recourt de plus en plus à l'insulte. D'ailleurs, en ce moment aussi, à travers sa campagne, régulièrement, il traite Kılıçdaroğlu, son rival, d'alcoolique. Et surtout, il a fait diffuser, là, dans un de ses derniers meetings, un film, un montage total où on voit Kılıçdaroğlu aux côtés de leaders du PKK, ce qui évidemment est totalement impossible, c'est vraiment un montage grossier. Mais son public, finalement, n'a peut-être pas besoin de vérité. Donc, il a quand même une base, il reste quand même un homme populaire grâce aux transformations, parce que grâce à cette modernisation, grâce à aussi à l'accès à un niveau de vie meilleur. C'est quand même ça qu'il a. Voilà. Et ça, on peut comprendre que les gens sont. Et puis, cette idée que la Turquie est une grande puissance, qu'elle ne se laissera pas faire, que. Alors, le leitmotiv des gens de l'AKP, c'était de dire on va couper la laisse avec l'Occident, c'est-à-dire que l'Occident, donc les islamo-conservateurs critiquaient le choix des pères fondateurs, c'est-à-dire d'Atatürk, qui lui était au contraire complètement ouvert vers l'Occident. Et donc, il va orienter la politique étrangère du pays plutôt vers le Moyen-Orient. Il va avoir des relations très quand même personnelles avec Poutine. Et puis, la Russie va prendre une importance incroyable puisque les Russes, Rosatom construit la première centrale nucléaire de Turquie, dans une zone d'ailleurs sismique, à Mersin, au sud-est de la Turquie. Et bien sûr, la Russie reste un grand fournisseur de gaz, mais surtout, la Russie a vendu donc à la Turquie ce système de défense antiaérienne S-400, qui à l'origine est conçu pour éliminer des avions de l'OTAN. Donc c'est un peu
voilà, à partir de là, les relations avec l'Union européenne, mais aussi avec l'OTAN, sont devenues difficiles. On le voit avec aujourd'hui le fait que la Turquie s'oppose toujours à l'entrée de la Suède, et en faisant ça, finalement, il fait un peu le jeu de Vladimir Poutine. Il n'applique pas les sanctions, la Turquie n'applique pas les sanctions pour ce qui est de la guerre en Ukraine. Bien sûr, elle aide l'Ukraine, mais elle tient à garder de bonnes relations avec la Russie, avec laquelle elle est comme dans une sorte de condominium en mer Noire, par exemple. Donc, alors toute cette idée d'une Turquie victorieuse, grande, à laquelle on a restitué sa puissance, évidemment, ça séduit beaucoup, même chez les milieux populaires. Hein. Je me souviens comme ça, il n'y a pas très longtemps, je croise un balayeur et il me raconte que voilà, ça y est, les Turcs arrivent en Europe et l'islam va conquérir l'Europe. Et il me disait ça, il avait des étoiles dans les yeux. Enfin, vraiment, il y croyait. Donc, il y a une sorte de restitution de la fierté. Il y a toujours, parce que la Turquie, finalement, a toujours eu ce côté un peu, c'est normal, ça vient de son traumatisme de la guerre civile de 21 à 23, où elle a failli être dépecée parce que les Alliés l'occupaient, donc les Français, les Britanniques, voilà. Et ils sont restés dans ce traumatisme. D'ailleurs, quand on visite le mausolée d'Atatürk à Ankara, cette chose-là est bien rappelée. C'est fondateur, ça, ce traumatisme que les Occidentaux, au fond, faut quand même s'en méfier. Le putsch, évidemment, a renforcé cette perception, et Erdogan l'a renforcé aussi parce que ça l'arrangeait. Donc, il a bâti une sorte de mythe, un peu, c'est le socle de son nouveau système. Donc, comme j'ai dit, à partir de 2016, il y a une cassure, on bascule dans un régime franchement autoritaire et où l'état de droit, alors les institutions sont vraiment très, très affaiblies. Et tout ça va quand même, ce coup d'État raté, sur lequel, encore une fois, aucune lumière n'a été faite, va lui servir de tremplin pour bâtir un récit historique où il est en proie à des difficultés. La Turquie, voilà, est sans doute en danger parce que les Occidentaux, au fond, il faut rappeler que l'auteur présumé du coup d'État, l'imam Fethullah Gülen, il est réfugié aux États-Unis depuis 1998. Et donc, dans l'esprit des Turcs, voilà, comme des avions, au moment du putsch, des avions de plus ont décollé de la base américaine, turco-américaine d'Incirlik, à l'est du pays. Voilà, tout ça a été tissé habilement par Erdogan pour dire que les Américains ont fomenté le putsch, et de toute façon, les Européens qui n'ont pas vraiment été, a-t-il estimé, hein, il l'a dit dans une interview, je l'avais interviewé à ce moment-là, juste 15 jours après le putsch raté, et il faisait bien état de ses griefs envers les dirigeants européens qui, estimait-il, avaient montré peu d'empathie au moment du putsch raté. Donc, il a bâti un récit quand même très, très anti-occidental. Et tout ça depuis, quand même depuis 2016. Donc, et en 2018, quand il devient président, hyper-président, donc le poste de Premier ministre est supprimé. Donc, il est président, il est Premier ministre, il est bien sûr commandant en chef de l'armée, mais il est aussi président du Fonds souverain, et surtout, il se voit en économiste, il le dit d'ailleurs, hein, il dit, moi je suis économiste, alors que, bon, pas vraiment. Et donc, il va conduire, c'est lui qui conduit la politique monétaire. Et à partir de là, évidemment, tout va mal. La devise turque, la Turkish lira, s'effondre. Il faut dire qu'il y a une altercation entre les États-Unis et la Turquie parce que la Turquie retient, enfin, Monsieur Erdogan, hein, qui n'arrête pas de dire que il dit tant que je suis là, le pasteur ne partira pas. Ils retiennent un pasteur évangélique américain, Monsieur Brunson, et voilà, ils ne veulent pas, les Turcs ne veulent absolument pas, ils ne veulent rien entendre, ils l'accusent probablement de terrorisme, comme la plupart c'est la grande accusation, c'est ça, c'est terroriste. Donc, et ça va vraiment envenimer les relations avec les États-Unis.
Et à ce moment-là, Donald Trump décide de cesser certaines subventions et il dit, dans une lettre à Erdogan, il dit, tu continues comme ça, je vais casser ton économie. Et à partir de là, on peut constater qu'en effet, en 2018, bon, ensuite, évidemment, le pasteur sera libéré, etc. Et Erdogan ne voulait pas le libérer, il disait, on va échanger le pasteur contre l'imam. Échangeons le pasteur contre l'imam. C'était une diplomatie comme ça, c'est une diplomatie donc un peu du marchand de tapis, c'est-à-dire qu'on fait un stock d'otages, les Russes pratiquent aussi beaucoup ça, on fait un stock d'otages, on arrête un peu n'importe qui, et puis après, on négocie. Voilà. Et finalement, bon, il a libéré le pasteur, mais l'économie, depuis, n'a fait que, la situation a fait qu'empirer parce que il a, voilà, à partir de ce poste d'hyper-présidence, en plus le népotisme se met là-dedans, c'est-à-dire il nomme son gendre qui ne connaît absolument rien comme ministre des Finances et du Trésor, c'est une catastrophe, les investisseurs fuient, et puis commence cette idée avec le gendre qu'il faut des taux d'intérêt bas pour lutter contre l'inflation, parce que dans l'esprit de Recep Tayyip Erdogan, le prêt, c'est haram, donc il faut avoir un taux extrêmement bas, ce qu'il s'est efforcé de faire. Il a même limogé 3 gouverneurs de la Banque centrale. Or, l'indépendance de la Banque centrale, c'est quand même quelque chose de fondamental. On peut rappeler quand même que la Turquie, c'est un pays très industrialisé, c'est un pays extrêmement dynamique, c'est un pays, une économie qui est fondée sur les petites PME. C'est incroyable le travail, la, la, capacité de ces entrepreneurs turcs à moderniser, à faire du research and development. Vraiment, c'est incroyable. Et ce qui fait mal au cœur aujourd'hui, c'est de voir à quel point voilà, tout ce système qui, entre parenthèses, tout ce système économique, cet assainissement, par exemple, des banques qui a été fait au début du premier mandat d'Erdogan en tant que Premier ministre, c'est-à-dire dès 2003, la situation est très très mauvaise économiquement, et donc il y a un assainissement, et tout ça, c'est un programme qui a été fait par un économiste qui s'appelait Kemal Dervish et qui est mort hier, ce qui est aussi très très dommageable pour la Turquie, il avait 74 ans. Et donc grâce à ce programme que l'AKP à l'époque a eu l'intelligence de suivre, la Turquie a été remise sur de très bons rails. Mais là vraiment, depuis que Recep Tayyip Erdogan conduit la politique monétaire, on peut dire que vraiment les effets sont terribles. Pour vous dire, euh, il y a en ce moment un très très grand manque de liquidité et surtout de liquidité en devises. Or, évidemment, il faut des devises puisque, par exemple, la Turquie achète son gaz, enfin, elle ne produit pas de gaz, hein, elle vient de trouver un gisement en mer Noire, mais ça va peut-être prendre du temps et puis ça ne va pas couvrir tous les besoins. Et or, un pays très industrialisé, c'est aussi un pays où il y a beaucoup de gaz qui est consommé, d'électricité, et donc, l'électricité parfois produite au gaz. Donc, donc il faut beaucoup de dollars parce qu'évidemment, ce gaz et le pétrole aussi sont achetés en dollars. Et donc, après avoir fait une politique monétaire absolument désastreuse, parce que la monnaie locale se dévalorise énormément, donc les gens se ruent sur le dollar. Donc, pour faire cesser ça, on a créé des comptes en monnaie locale, mais qui sont indexés sur le dollar. C'est-à-dire vous mettez votre argent sur ce compte, 3 mois ou 6 mois après, vous le retirez et vous êtes assuré de retirer la même somme et plus que ce que vous aviez mis, parce qu'il y a en plus un taux intéressant. Mais tout ça, c'est une catastrophe parce que il faut vraiment, il y a beaucoup d'argent à sortir. Donc, les exportateurs turcs ou les importateurs, par exemple Botash, le grand importateur de gaz, donc lui, il faut qu'il paye ses fournisseurs en dollars, on est d'accord. Donc il en manque puisqu'il ne peut plus les avoir, ça a été restreint. Les banques commerciales n'en donnent pas tant que ça. Et la Banque centrale elle-même, on ne connaît pas très bien l'état de sa réserve en devises, mais ce n'est pas terrible, c'est plutôt dans le rouge.
Et donc, tout le monde se rue au marché, au Grand Bazar d'Istanbul. Il y a des gens qui arrivent dans des fourgons blindés avec des grosses caisses roulantes en métal dans lesquelles il y a la Turkish Lira. Et ce marché du 15e siècle devient aujourd'hui le nouveau marché de change avec, si vous voulez, deux taux. Pour vous dire l'absurdité de la situation d'aujourd'hui, il y a deux taux. Il y a le taux officiel de change, je veux dire, la livre turque a une certaine valeur donnée par la Banque centrale. Et puis, si vous allez l'acheter au Grand Bazar d'Istanbul, c'est en moyenne 5%, le dollar est 5% plus cher. Mais comme il en faut, tout le monde vient là pour en chercher. Donc, on se trouve là, c'est-à-dire que on constate là que tous les efforts, tout ce que Recep Tayyip Erdogan et son parti ont bâti pendant des années, se retrouvent tout d'un coup, c'est la situation renversée, presque on revient à l'état dans lequel était le pays quand il l'a pris en main. Hein. On est là, en plus, avec le tremblement de terre, qui a quand même été la goutte d'eau, si je puis dire, parce que, bon, évidemment, c'était très difficile à gérer, un tremblement de terre énorme sur 11 régions, deux secousses majeures, des destructions insensées. Donc, évidemment, c'était difficile, sans doute. Néanmoins, on peut remarquer qu'en 99, quand il y a eu le tremblement de terre de 99, là, le gouvernement a fait appel à l'armée, parce que l'armée a les moyens, si l'aéroport est détruit, d'intervenir, de faire quelque chose. Or, cette fois-ci, non. Les secours ont beaucoup tardé. Il y a, dans certaines régions touchées par le séisme, les gens ont attendu 48 heures et plus pour être secourus. Donc, des vies là, ont été perdues à cause de ça. Et donc, les gens ont constaté, pas seulement les sinistrés, les Turcs en général, n'ont pas compris ça, parce que c'était pour eux une faillite de l'État. Or, l'État, quand même, en Turquie, ça compte, c'est important. Il y a cette marque, quand même, probablement aussi de l'administration ottomane, où on voit que l'État est fort en Turquie, normalement. Donc là, c'était vraiment un peu comme l'a dit un proche d'Erdogan, qui a été avec lui fondateur du parti AKP, Bülent Arınç, qui a été pendant quelque temps président de la Grande Assemblée nationale. Il a dit: le roi est nu, le roi est nu. Voilà, ça, il l'avait dit avant le tremblement de terre, mais c'est un peu cette impression. Le tremblement de terre a quand même aussi... et puis, c'était dans des régions qui étaient très, très favorables à l'AKP et où beaucoup de gens ont été extrêmement déçus par les secours qu'ils ont pu recevoir. Et puis ensuite, bon, évidemment, sont arrivées toutes les critiques du fait que, en arrivant au pouvoir, Erdogan et ses alliés avaient promis qu'ils amélioreraient l'état de la construction, que les immeubles, normalement, d'après la loi, il y a des conditions antisismiques très, très drastiques, mais visiblement, ça n'est pas suivi. Donc, il y a des tolérances. Donc, comme quand même l'AKP, ils se sont quand même caractérisés par leur capacité à bâtir, on peut rappeler, juste pour vous donner une échelle, que quand Recep Tayyip Erdogan naît en 1954 à Istanbul, c'est 1 500 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 16 millions d'habitants. 16 millions d'habitants. Et vraiment, un enchevêtrement urbain de béton, il n'y a pas un arbre, et souvent construit à la va-vite. Voilà. Or, l'AKP n'a rien amélioré. On l'a vu avec le tremblement de terre de février, du 6 février 2023. Là, on le voit parce que il s'avère que des immeubles étaient construits sur des failles, que les matériaux des immeubles construits très récemment se sont effondrés comme des crêpes. Et donc, les gens ont vu tout ça. De plus, à chaque élection, Erdogan faisait une amnistie pour les gens du bâtiment, du BTP, qui sont quand même ses principaux alliés. Lui-même, il a favorisé des très très grosses entreprises du bâtiment qui se sont considérablement enrichies parce qu'elles ont gagné tous les marchés publics. De ce côté-là aussi, il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de marché. Tout ça c'est une sorte d'entre-soi avec beaucoup de népotisme, les fils d'eux, etc. Et puis, le phénomène nouveau pour la Turquie. Donc, bien sûr, on sait que Recep Tayyip Erdogan a mis la religion au centre de la vie publique, ce qui était inhabituel. Donc, l'une des grandes idées d'Atatürk, c'était la laïcité, quand bien même cette laïcité
était plutôt un étroit contrôle de l'État sur la religion. Mais là, avec Erdogan, voilà, tout a changé. Donc, à la fois, c'était comme une identité, une fierté retrouvée. On peut comprendre, après tout, que ça fait partie des marqueurs culturels des Turcs, etc. Mais là encore, ça a été très exagéré. Vous voyez, par exemple, pour le tremblement de terre, il y a un organisme public qui s'appelle AFAD, qui est chargé de la gestion des catastrophes naturelles et qui le fait très bien d'habitude. Alors cette fois-ci, il a été critiqué, cet organisme, parce que il était lent, il a fait n'importe quoi. Euh, voilà, les gens étaient très, très insatisfaits. Et en fait, quelques mois avant le tremblement de terre, Recep Tayyip Erdogan, tout puissant, donc c'est lui qui nomme, c'est lui, tout passe par lui, absolument tout. Donc c'est lui qui a nommé le nouveau directeur de cette agence et il a choisi un théologien. Donc bon, un théologien c'est très bien, mais c'était peut-être pas voilà, c'était peut-être pas sa place. De même qu'il avait choisi son beau-fils pour être ministre du Trésor et des Finances, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même 2 ans suffisamment pour mettre la monnaie par terre et faire fuir les investisseurs. Et depuis, ça c'était en 2020, ça ne s'est pas arrangé du tout. Donc l'héritage, il est très contrasté. À la fois, certainement, Erdogan va rester comme un homme politique, je veux dire, qui va laisser qui a laissé son empreinte à la Turquie, c'est certain. Une chose qui est plutôt positive, c'est que peut-être sur les questions religieuses, il y a quelque chose qui s'est un peu apaisé dans la mesure où voilà, quand même le fait qu'on persécute plus des femmes parce qu'elles ont un foulard et qu'elles veulent aller à l'université, ça c'est plutôt bien, ça a plutôt voilà. D'ailleurs, ce, cette avancée a été reprise par l'opposition, c'est-à-dire que Kemal Kılıçdaroğlu, le rival d'Erdogan dimanche, il a lui-même proposé, pendant sa campagne, il avait proposé de faire entrer le droit au foulard dans la Constitution, enfin de marquer voilà, donc ça c'est plutôt positif. Euh, Ça a sans doute apaisé. Pour la question kurde, évidemment, c'est tout le contraire, rien n'a été réglé, c'est tout le contraire qui s'est passé. Les Kurdes sont quand même très très persécutés. Leur parti HDP était menacé d'interdiction. Tous les petites avancées qu'il y avait eu, où ils avaient le droit d'utiliser leur langue, de faire quelques panneaux en kurde dans les régions du sud-est, tout ça a été, voilà, leurs maires ont été arrêtés, démis, arrêtés, mis en prison. Donc voilà, c'est sûr que les Kurdes, c'est une composante très très importante de l'électorat. Les Kurdes, c'est environ peut-être 10 millions de votes. Et cette fois-ci, on peut dire que jusqu'ici, les Kurdes étaient favorables à l'AKP parce qu'ils pensaient que quelque chose allait être réglé, qu'ils allaient être mieux traités. Et là, l'AKP a probablement perdu beaucoup de voix de ce côté-là, beaucoup de voix aussi chez les primo-votants, hein, les jeunes qui sont 5 à 6 millions qui vont voter pour la première fois dimanche, qui n'ont connu que Erdogan et qui ne sont pas très contents parce que, par exemple, le chômage est très très fort chez les jeunes. Hein, ça doit être en moyenne 10% pour l'ensemble du pays, 26% chez les jeunes. Et donc, beaucoup de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail et puis ne se voient pas d'avenir dans un pays où tout se ferme finalement, hein, un pays où on emprisonne les intellectuels, les artistes, les journalistes, où on parle sans arrêt maintenant, c'est quand même très très violent le langage de l'AKP sur la négation des autres, des minorités, des Kurdes, mais par exemple aussi des Alévis, hein, cette minorité religieuse de l'islam que les Turcs sunnites ont du mal à considérer comme les leurs. Donc, je pense que ce qui est intéressant, on voit que Kılıçdaroğlu, le grand rival, eh bien, il a choisi le langage justement un langage fédérateur, un langage de l'apaisement, parce que il voit bien que cette violence, cette haine véhiculée par Erdogan et ses alliés est finalement mal reçue à l'intérieur du pays. Il y a une fatigue, il y a une sorte de fatigue de toute cette
cette logorrhée permanente de haine et je pense qu'il y a une usure aussi. 20 ans, c'est énorme, c'est certainement trop. Et, et on a l'impression que nettement, évidemment, on ne peut pas prédire bien sûr le résultat. Peut-être que Erdogan va l'emporter une fois de plus, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable enjeu. Donc on peut dire que tout n'est pas perdu dans ce pays parce que malgré l'érosion de l'état de droit, les élections quand même, ça compte. Les Turcs vont aller voter, ils sont très très mobilisés, l'opposition est très mobilisée. Donc, ça, c'est un petit espoir parce qu'on voit qu'il y a une aspiration à la démocratie. La Turquie n'est pas une démocratie, mais il y a une grande aspiration à la démocratie et ça, ça fait plaisir. Bien, merci, merci Madame Gégaud. Je retiens un mot de ce que vous avez dit, c'est au bout de 20 ans, le roi est nu et vous nous avez bien montré ça. Donc, merci pour cette analyse des 20 ans de pouvoir d'Erdogan. Tournons-nous maintenant vers Selmin Selakoşkun pour nous intéresser à l'opposition et à son candidat Kemal Kılıçdaroğlu. Cher Selmin, merci de nous dresser le portrait, si je puis dire, de ce candidat, de ce challenger, de ce rival de Recep Tayyip Erdogan, et également de nous dire qui il est, ses positions politiques, ses idées, et aussi nous parler de l'ensemble de l'alliance qui le soutient, dans lequel il y a pas mal de partis, des partis qui d'ailleurs ne sont pas toujours dans les mêmes orientations. Donc, merci de nous éclairer pour nous autres Français, pour un peu mieux comprendre les enjeux politiques turcs. Merci, cher Selmin. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Voilà, qui est l'opposition? En fait, la principale force alternative contre l'alliance républicaine du président Erdogan avec ses partenaires, c'est l'Alliance nationale, ou bien en français, on peut dire l'Alliance de la nation, qui est formée par la coalition de 6 partis. Et ces 6 partis impliqués sont le CHP, Parti républicain du peuple, le parti le plus fort en termes de voix potentielles dans l'opposition. Le CHP se considère comme l'héritier des valeurs, comme laïcité, comme souveraineté du fondateur de la République de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Et en même temps, le parti a des valeurs dans certains discours social-démocrates. Mais aujourd'hui, en fait, il se partage en diverses tendances allant d'un progressisme et socialisme à un républicanisme teinté de nationalisme. Et c'est pourquoi le CHP a d'abord coopéré en 2017 avec le parti IE et ensuite formé une alliance avec cette parti. En fait, le parti IE, en français on peut dire le bon parti, c'est nationaliste et de droite et c'est issu de MHP nationaliste qui est le partenaire de l'AKP. Mais son chef, Madame Akşener, se présente comme de centre 3. Les 2 partis, le CHP et le Bon Parti, revendiquent l'héritage du républicanisme et de laïcité de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de la Turquie. Mais le CHP a aussi réussi à réunir les 4 partis de plus. Le parti Gelecek, ou bien en français on peut dire le parti futur. Le parti Gelecek est un parti conservateur, mais favorable à un retour au système parlementaire. Il est fondé en décembre 2019 par M. Davutoğlu. M. Davutoğlu est l'ancien ministre des Affaires étrangères et ensuite le premier ministre d'Erdogan entre 2014 et 2015. Il est le principal architecte de la politique étrangère de l'AKP. En fait, il est connu pour comment dire, les concepts de profondeur stratégique et de zéro problème avec les voisins.
Et voilà, en fait, ce sont les premières stratégies dans la politique étrangère de l'AKP dans les années 2000. Mais M. Davutoğlu a quitté l'AKP en dénonçant le système présidentiel Erdogan. Et dans la même tendance, le Parti pour la démocratie et le progrès, on dit DEVA en turc, le Parti DEVA est fondé aussi par M. Babacan, qui est aussi l'ancien ministre de l'économie et le ministre des Affaires étrangères de l'AKP. Et son parti a la même tendance avec le parti Gelecek, mais plus pro-européen, c'est-à-dire plus tourné vers le partenaire occidentaux et libéral en économie. En fait, le style de plus en plus autoritaire de président Erdogan, dans le même temps, éloigné génial. La France. Est-ce que vous... Allez-y, Selvin, on vous entend. Allez-y. Voilà, donc je peux dire, en fait, ces deux partis, ces deux formations sont relativement nouvelles, relativement jeunes, mais en fait, c'est elles qui ont construit les politiques étrangères et les politiques économiques de l'AKP dans les années 2000. Et aujourd'hui, ils ont fait part de leur volonté de rejoindre l'Alliance nationale. Et de l'autre côté, le Parti démocrate, il est aussi héritier des libéraux conservateurs des années 1990. Et enfin, le SAADET, ou on peut dire le Parti du bonheur en français. Le SAADET, en fait, continue de porter un discours teinté d'islamisme politique, mais il se concentre sur sa critique de l'AKP sur les questions d'autoritarisme et de corruption. En fait, tous les six partis, on les a appelés la table des six avant et après, ils se sont transformés en l'Alliance nationale. Et cette année, fin janvier, la table a publié un programme de gouvernement de 2000 pages contenant les points de consensus entre ses membres. Et ce programme s'articule autour de trois axes principaux. Le retour à un régime parlementaire, la lutte contre l'inflation pour améliorer la situation économique et le respect des droits de l'homme et des normes démocratiques. En fait, ça montre la capacité à travailler ensemble dans une logique d'ouverture. Parce que, en fait, les élections locales de 2019 étaient une épreuve importante dans cette optique. Parce que lors des élections locales, le CHP, le parti IE et leurs partenaires ont mobilisé une plateforme commune et ils ont réussi à éviter une voie fragmentée pour présenter des listes communes dans les grandes villes. Et les résultats obtenus étaient tout à fait satisfaisants pour l'opposition. Dans les grandes villes, dont Istanbul, Ankara, İzmir, Adana, l'opposition a bien réussi à attirer des électeurs nationalistes et conservateurs et à la fin, le parti du président Erdogan a perdu l'administration d'Istanbul et d'Ankara. Et pourquoi je dis ça? Ça, c'est très important parce que selon le président Erdogan, ceux qui perdraient Istanbul et Ankara aux élections locales risquaient de perdre la Turquie aux élections générales. C'est pourquoi il a résisté après avoir reçu les résultats, mais surtout à Istanbul. Et rappelons l'actuel maire d'Istanbul, M. İmamoğlu de CHP, a été élu avec 48% des voix en masse. Mais avec le soutien non seulement de l'Alliance nationale, mais aussi du HDP, le parti pro-kurde. Et à la suite, le Conseil électoral a annulé les résultats de l'élection et a décidé d'organiser une nouvelle élection en juin
dans la même année. Et lors des élections renouvelées en juin, suite à l'objection du parti au pouvoir, M. İmamoğlu a cette fois obtenu 54% des voix. Eh bien, en fait, ça a ouvert la voie à la formation d'une alliance sans précédent. Et voilà, les élections locales d'Istanbul de 2019 ont démontré l'efficacité de l'alliance électorale. Ça a été une grande erreur du président Erdogan d'un côté, mais de l'autre côté, en fait, l'opposition a bien vu l'opportunité de jouer une carte d'union. Et voilà, l'opposition maintenant est en train de jouer très bien la carte de l'union, car c'est ce dont à la fois la Turquie et l'opposition ont besoin. Mais ça va marcher, c'est une question. Alors que le parti et le Parti démocrate s'adressent à la base nationaliste qui a quitté le MHP en raison de son alliance avec l'AKP, la présence du Parti DEVA et du Parti Gelecek est importante pour deux raisons. Voilà, d'une part, elle peut attirer des libéraux qui ont soutenu l'AKP dans ses premières années, mais s'en sont ensuite éloignés. Et d'autre part, ces dirigeants, M. Babacan et M. Davutoğlu, représentent la réussite économique et l'ouverture diplomatique de la Turquie dans les années 2000. Et donc, leur présence crédibilise l'alliance sur ces questions. Et quant à Saadet, le parti Saadet, il est considéré comme important de montrer que la coalition n'est pas hostile aux Turcs religieux, n'est pas hostile ou n'est pas contre aux islamistes. Ce qui a réussi à réunir toutes ces couleurs politiques, c'est le CHP, mais notamment M. Kılıçdaroğlu, le chef de CHP. Contrairement à l'alliance républicaine du président Erdogan, dont les partis sont unis autour d'une même ligne nationaliste et conservatrice et erdoganiste, l'Alliance nationale donne plutôt l'image d'un groupe qui représente différents segments de la population. Pourtant, c'est vrai, il semble a priori difficile de composer un programme politique de gouvernement à partir de visions aussi différentes. Et vu son hétérogénéité, parce qu'il est composé de kémalistes, d'ultranationalistes, d'islamistes, même il y a deux anciens ministres qui ont quitté l'AKP, mais pour y parvenir, les six partis ont choisi une méthode. Si l'on observe les conditions de leur alliance dans cette hétérogénéité, on constate que ce qui rassemble ces différents partis, c'est leur opposition au pouvoir erdoganiste et au système présidentiel. Et sous cette vision, les négations se sont poursuivies tout au long des années 2020 et 2021 et ont abouti à la création de la table des six en février 2022. Ils ont signé une déclaration commune proposant un accord d'alliance, mais l'objectif explicitement affiché est de battre le gouvernement d'Erdogan lors des élections générales et de mettre fin au système présidentiel d'Erdogan. Et pour ce faire, ils ont fusionné des listes pour les élections législatives et ont soutenu un candidat commun à la présidentielle. Et alors, l'Alliance nationale, en fait, répond à un besoin stratégique clairement défini, celui de tous les mouvements d'opposition, parce que le Parti démocratique des peuples, HDP, un parti pro-kurde, a
aussi déclaré son soutien à M. Kılıçdaroğlu pour la présidentielle, mais le HDP n'a pas officiellement participé à cette alliance. Mais en fait, sans ces voix, sans les voix de HDP, il est difficile de voir comment Erdogan pourrait remporter la présidence pour un troisième mandat. Donc, l'opposition rejette l'ultra-présidentialisme qui est issu de la réforme constitutionnelle à la suite du référendum de 2017. Juste après, en 2018, Recep Tayyip Erdogan a été élu président et il a transformé le système parlementaire turc en un système présidentiel où l'exécutif n'est quasiment pas soumis à des contrôles. Et donc, ce système excessivement centralisé a laissé la Turquie plus exposée et plus vulnérable que jamais dans son histoire politique. L'économie turque est aux prises avec des déficits commerciaux et courants de plus en plus importants, une dette publique croissante, une monnaie déstabilisée et une inflation qui oscille officiellement au-dessus de 50%, mais qui aurait dépassé normalement 100%. Et aussi les dégâts considérables causés par les séismes de février ont mis en évidence la corruption dans le système Erdogan. Et voilà, donc tout cela en fait représente une opportunité importante pour l'opposition de lancer un défi crédible à Erdogan et à son modèle de gouvernement. C'est-à-dire, l'Alliance nationale a avant tout un objectif électoral. Donc, il ne s'agit pas d'une question de rapprochement idéologique, mais d'une volonté commune des partis d'obtenir une majorité parlementaire et le retour à un modèle parlementaire et de reprendre la démocratie. Ça, c'est la nature de cette plateforme. Mais oui, il s'agit d'une plateforme très hétérogène puisqu'elle est composée de différents partis en termes idéologiques. Et si cette hétérogénéité rend le principal bloc d'opposition plus fort à certains égards, parce que comme le fait de toucher plus d'électeurs en produisant des politiques communes, elle rend aussi l'unité fragile. Et parce que, en fait, malgré cette union, il y a une perspective selon laquelle, même si l'opposition réussissait à gagner dans cette élection, elle ne resterait pas plus de 6 mois au gouvernement à cause de ces désaccords internes. Pourquoi cette perspective? En fait, l'exemple d'Israël est devant nous. La coalition multicolore formée pour écarter le gouvernement de Benjamin Netanyahu n'a pu conserver sa majorité que pendant un an ou un an et demi. Et en Turquie, est-ce possible? Voilà, en fait, il y a plusieurs sujets politiques sensibles sur lesquels l'opposition n'est pas d'accord de long terme. Par exemple, la question culte, la question de religion, la question de faire partie à l'accord d'Istanbul et surtout la question du candidat commun pour le présidentiel avait provoqué une première crise sérieuse. Et donc, oui, l'opposition turque est également confrontée à des défis qui risquent de réduire les perspectives d'une victoire électorale décisive et susceptible d'ouvrir la voie à une transition démocratique. Cependant, la question politique la plus importante à l'heure actuelle est de revitaliser la démocratie turque et de réexaminer tous ces enjeux politiques sous l'égide d'un parlement démocratique et bien fonctionnel. Donc, il est évident que si Erdogan
perd vraiment ces élections, la Turquie va retourner la démocratie. Mais si Erdogan en fait perd vraiment ces élections, en fait le plus grand artisan ou architecte de cette défaite sera Kılıçdaroğlu, Monsieur Kılıçdaroğlu lui-même. Parce qu'au contraire, Erdogan, qui vise à diviser l'opposition en fonction de lignes de fractures historiques et idéologiques, Kılıçdaroğlu, Monsieur Kılıçdaroğlu a élargi la notion de rassemblement par la réconciliation dans le but de réparer les erreurs commises depuis la fondation de la République turque, notamment avec les islamistes et les Kurdes, qui avaient été mis à l'écart par le CHP en raison de sa stricte laïcité et de son héritage nationaliste au début de la fondation de la République turque. Donc, il s'est ouvert à des groupes auparavant marginalisés, tels que les cercles conservateurs. Même au risque de méconcentrer sa propre base, M. Kılıçdaroğlu a forgé des alliances avec des partis de droite et a fait entrer des femmes voilées au sein de CHP. Et à la fin de 2021, 2022, afin de séduire les électeurs conservateurs, il a proposé une loi garantissant le droit de porter le voile. Et pendant les campagnes électorales, il a diffusé de nombreuses vidéos prises dans son bureau, dans sa cuisine très modeste. Et par exemple, il a parlé de la mauvaise conjoncture de l'économie. Il a annoncé, par exemple, l'augmentation du prix des oignons. Donc, l'oignon est devenu un symbole de la campagne électorale. Et aussi, on a mis l'accent sur les responsables des séismes de février. On a critiqué le langage de l'AKP qui a divisé la société. Et les slogans d'unité sont à nouveau chantés, etc. Mais Kılıçdaroğlu a utilisé aussi le printemps pour dire l'hiver est terminé et le printemps est là. Je vous le promets. En fait, il a dit, par exemple, chaque moment, chaque année, chaque centime, chaque sourire que vous avez perdu vous reviendra, je vous le promets. Mais je veux parler de M. Kılıçdaroğlu très brièvement aussi. M. Kılıçdaroğlu, voilà, le chef de principal parti d'opposition et le favori des sondages à l'heure actuelle. Voilà, on verra, mais il a 74 ans, ancien fonctionnaire, il était inspecteur des financières pour l'État et en tant que député de CHP, il s'est fait connaître du grand public en dénonçant plusieurs affaires de corruption impliquant des proches du gouvernement. Et ainsi, en 2010, il est devenu le chef de CHP et le principal rival d'Erdogan depuis lors. Erdogan l'a souvent décrit comme un homme faible, vu son manque de charisme politique. Et pour Erdogan, en fait, un leader charismatique doit être celui qui lui rassemble. Ou bien Erdogan a peur des jeunes politiciens dynamiques et conciliants comme l'ancien chef du CHP, Selahattin Demirtaş, qui est actuellement emprisonné, ou le maire d'Istanbul, M. İmamoğlu. C'est pourquoi aujourd'hui, ces deux personnes n'ont pas pu devenir des rivaux officiels d'Erdogan pour des raisons judiciaires. Donc, Erdogan souhaitait rivaliser avec M. Kılıçdaroğlu, qu'il considérait comme
faible lors de ces élections. En fait, Kılıçdaroğlu ne ressemble pas au leader populiste, bruyant, grondant, insultant et dur de nos jours, mais plutôt il a une image d'intellectuel, il a une tonalité calme mais forte. Il n'est pas faible, mais c'est un homme politique fort grâce à son calme. Par exemple, en 2017, à l'âge de 69 ans, il a mené une marche d'Ankara à Istanbul pour la justice. Justice pour tous, mais en particulier, en fait, justice pour les personnes licenciées après le coup d'État raté de 2015. Mais voilà, il a parcouru environ 450 kilomètres à pied. C'était une manifestation en paix. Et pour cela, certains l'appellent le Gandhi turc en ce moment. Et l'une des raisons pour lesquelles Erdogan souhaite voir Kılıçdaroğlu face à lui est le fait que Kılıçdaroğlu soit Alevi. Car, en fait, cette identité ne le fait pas apprécier auprès des électeurs musulmans. Mais en dernière analyse, donc grâce à M. Kılıçdaroğlu, ces communautés politiques ou ces six partis ou l'autre opposition aussi se sont réunis pour contester le style de plus en plus autoritaire du président Erdogan. Leur programme est tout d'abord le retour à un régime parlementaire équilibré et le respect des droits de l'homme et de non-démocratique. Et en matière de l'économie, par exemple, il s'engage à un retour à une politique monétaire conventionnelle et un rétablissement de l'indépendance de la Banque centrale. Et en matière de politique étrangère, l'Alliance partage l'objectif d'un réalignement géostratégique vis-à-vis du bloc occidental. Les six partis affirment ainsi vouloir rétablir la confiance au sein de l'OTAN, revitaliser les liens entre la Turquie et l'Union européenne et aussi promettent de se conformer à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Merci, chère Selmine, pour cet exposé à la fois très clair, énergique et assez complet. On aura sans doute quelques questions à vous poser encore tout à l'heure. Mais nous nous tournons maintenant vers Jean Sylvestre. Cher Jean Sylvestre, rallumez votre micro, parce que je viens de voir que vous l'avez coupé. Au contraire, rallumez-le s'il vous plaît. Nous allons vous passer la parole pour nous intéresser maintenant à la dimension extérieure, internationale, géopolitique de cette élection. Nous l'avons dit tout à l'heure en introduction, et Marie Gégaud l'a rappelé également, le rayonnement de la Turquie et le fait de le faire franchir un stade de puissance régionale a été l'un des grands objectifs de ces 20 dernières années. Nous serions intéressés de vous entendre l'analyser, évidemment brièvement, mais l'analyser tout de même, et surtout également peut-être bien nous dire ce que, selon vous, cette élection pourrait modifier ou pas dans les grands axes de la géopolitique et la politique étrangère de la Turquie, s'il vous plaît. À vous, cher Jean Sylvestre. Bien, merci. Est-ce que c'est bon pour le son? C'est bon. C'est parfait. Bien. Merci pour cette invitation, tout d'abord. Et puis, merci aux deux précédentes intervenantes qui ont d'ailleurs en partie traité la question que je dois moi-même traiter. Donc, ça me permettra de raccourcir par ailleurs. C'est toujours bon pour le son? Parfait. Donc, bien sûr, cette élection, elle est importante sur le plan international, alors particulièrement vu d'Europe, puisqu'on connaît la situation de la Turquie. Je la rappelle rapidement par principe. C'est un pays riverain de la mer Noire, une péninsule entre la mer Noire et la Méditerranée. Ça signifie que la Turquie se trouve sur l'axe Russie-Méditerranée.
On songe au détroit. Par ailleurs, la Turquie se trouve sur l'axe Méditerranée-Moyen-Orient. Et enfin, c'est une voie d'accès au Caucase et à l'Asie centrale. Donc la situation géostratégique de la Turquie est particulièrement importante. Pour faire bref, on peut rappeler que la Russie se trouve à la croisée de l'Orient et de l'Occident. Alors c'est un cliché, c'est un poncif, il n'en est pas moins vrai. Toujours pour l'importance de la Turquie vue d'Europe, il faut rappeler son statut. C'est un pays allié, c'est un pays partenaire à travers l'OTAN, à travers l'Union européenne, l'union douanière qui existe. On sait que c'est une question importante pour Ankara. Et puis simultanément, c'est un pays qui a connu une dérive. Le terme offre certainement matière à discussion, mais je le retiens pour l'instant. Un pays qui a connu une dérive et qui finalement campe sur une certaine ambiguïté stratégique. Donc, de ce fait, il y a un certain nombre d'espoirs qui sont investis en Europe dans la possible victoire de l'opposition, même si c'est fait avec discrétion, de peur de commettre des impairs. Alors, l'idée centrale pour moi, c'est qu'il faut raison garder. Tout d'abord, il faut conserver à l'esprit les incertitudes du scrutin, ça a été rappelé, mais aussi la force des choses et un certain nombre d'inclinations profondes de la Turquie en tant que puissance. Alors, je vais traiter ça en 3 points. Le premier point, ça sera un retour sur la politique étrangère d'Erdogan, pour ensuite basculer sur la portée et les limites au plan extérieur d'une possible victoire de l'opposition. Et enfin, je terminerai, le troisième point me servira de conclusion pour gagner un peu de temps, je terminerai sur la Turquie en tant qu'acteur géostratégique. Alors d'abord, sur la politique étrangère d'Erdogan, une sorte de rétrospective doublée d'une possible perspective, si jamais Erdogan remportait cette élection. Alors cette politique étrangère, elle a été qualifiée au début, à partir du milieu des années 2000, comme étant une politique de profondeur stratégique. Le terme était emprunté à Ahmet Davutoğlu, qui était l'un des principaux conseillers diplomatiques d'Erdogan, entre autres fonctions. On a également parlé de politique néo-ottomane, même si le néologisme, ou plutôt ce terme, là encore, offre matière à discussion. Le slogan, je crois que Selmine l'a rappelé tout à l'heure, c'était zéro problème avec les voisins, zéro problème aux frontières. Alors en fait, cette politique, elle s'est emballée dans les années 2010. Alors on pourrait invoquer un agenda caché, une sorte de programme caché par Erdogan. Il faut surtout prendre en compte le contexte géopolitique régional. Là, c'est l'époque des printemps arabes, à partir de 2010-2011, fin 2010 et à partir de l'année 2011. Et puis, il y a aussi l'affirmation du pouvoir personnel d'Erdogan, qui a joué un rôle important. Bon, toujours est-il que ça s'est traduit par des interventions extérieures que tout le monde a à l'esprit, je ne fais que les rappeler. Engagement militaire dans la partie nord de la Syrie, engagement militaire en Libye, pression, intimidation en mer Égée et dans le bassin levantin, donc dans la Méditerranée orientale. C'est la question de la Grèce, de Chypre, et les enjeux énergétiques, les revendications maritimes de la Turquie. Et au-delà de cet environnement immédiat, il y a aussi une réaffirmation des ambitions pan-turques au Caucase, en Asie centrale. Là, on a en mémoire la dernière guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à l'automne 2020, et le rôle que la Turquie a pu jouer. Et il faut aussi avoir à l'esprit l'organisation des États turcs, une organisation qui reste encore modeste, qui regroupe autour de la Turquie les différents pays d'Asie centrale, du moins ceux qui sont turcophones, une organisation dont il faudra certainement suivre les développements dans les années à venir. D'une manière générale, là, ce à quoi nous avons insisté, c'est une poussée turque sur ces différents théâtres, qui est allée de pair avec une relation plus étroite entre la Turquie et la Russie. Marie Gégo a pu parler d'entente brutale, donc une sorte de conflit coopération. Pour faire simple, on se tape et puis ensuite on discute, et puis après à nouveau on se tape directement ou indirectement et puis à nouveau on discute la répartition finalement des zones d'influence.
Euh, donc c'est un véritable partenariat qui existe aujourd'hui entre Erdogan et Poutine, très, très personnalisé, militaro-industriel dans une certaine manière. Il y a la question des S-400, diplomatique, notamment autour de la Syrie, de la Libye, dans une moindre mesure autour du Caucase. Et puis il y a toutes les questions économiques et énergétiques qui ont également été abordées. Donc tout cela, ça a pour effet d'entraîner à l'inverse des tensions avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'OTAN. Donc une politique étrangère qui a été quand même en rupture avec ce à quoi la Turquie nous avait habitués. Une politique étrangère qu'on pourrait qualifier d'éruptive, au bord de la rupture d'équilibre. Alors cette politique étrangère, elle pose des différents problèmes d'interprétation, de compréhension. Là, il y a trois grandes hypothèses qui ont été émises pour essayer de comprendre ce qui se passait et savoir où cette politique étrangère turque pouvait nous mener. Première interprétation, c'est le caractère exceptionnel de la situation, avec notamment les printemps arabes qui ont tout bouleversé dans la région. Et donc là, l'idée, c'est que passé cette période de perturbation, on reviendrait vers un équilibre dans les relations entre la Turquie d'une part et puis d'autre part à ses alliés occidentaux et plus largement son environnement. D'ailleurs, il faut souligner que depuis 2020, Erdogan pratique une politique de normalisation diplomatique dans son environnement régional. Le deuxième scénario, plutôt la deuxième hypothèse doublée d'un scénario, c'est le basculement dans le camp des puissances révisionnistes, des puissances perturbatrices. Et puis, une troisième hypothèse intermédiaire, c'est ce que certains ont appelé le gaullisme turc. Finalement, la Turquie, tout en restant fidèle à ses alliances, voudrait simplement devenir un acteur de poids et peser beaucoup plus dans ce que les Américains appellent le policy making process. Donc, c'est la troisième hypothèse. Alors, la question, elle reste en suspens, ne serait-ce que parce que la victoire d'Erdogan ne peut pas être exclue, que ce soit par voie légale ou alors à la suite d'un coup de force, d'un refus du scrutin électoral, des résultats du scrutin, et puis une volonté de se maintenir au pouvoir par la force. Alors, si tel était le cas, ça précipiterait les échéances et nous serions à nouveau au bord d'une rupture d'équilibre avec le développement dans le système Erdogan d'un nationalisme anti-occidental encore plus marqué. Alors, ma deuxième partie passe sur les perspectives en cas de victoire de l'opposition. Alors, les enjeux internationaux, bien sûr, ne sont pas au centre de cette campagne électorale, c'est la loi du genre, mais il faut toujours conserver à l'esprit que la politique étrangère commence d'abord à la maison. Quand on regarde les propos des différents leaders de l'opposition, on retiendra la volonté proclamée d'apaiser les relations avec les États-Unis, avec l'Europe, d'une part. Et puis d'autre part, ce que l'on peut attendre en cas de victoire de l'opposition, c'est une moindre personnalisation du pouvoir, du système du pouvoir, un changement de style politique et le retour à une pratique plus parlementaire des institutions. Selmi en a parlé. Et le retour à une pratique plus parlementaire des institutions, à un certain équilibre à l'intérieur du système politique, permettrait, ou en tout cas faciliterait, l'élaboration d'une politique étrangère plus professionnelle, plus institutionnelle, moins dépendante des enjeux intérieurs. Alors, bien sûr, c'est un vaste programme. Il faut d'abord remporter les élections, d'une part, l'élection présidentielle et puis également les élections législatives, puisqu'on ne peut pas écarter non plus le scénario d'une cohabitation. Mais toujours est-il que dans ce cas de figure, ce qui pourrait être raisonnablement attendu, c'est une résolution du conflit sur les S-400, ces antimissiles russes qui ont été acquis par la Turquie et qui n'ont pas été véritablement déployés de façon à éviter des sanctions américaines trop fortes. Mais c'est vrai que ce problème reste en suspens. S'il pouvait être résolu de façon favorable, ça faciliterait les rapports avec les États-Unis, l'OTAN et les États membres de l'OTAN en général. Ce que l'on pourrait également attendre, c'est une accélération de l'entrée de la Suède dans l'OTAN, même si je pense que Erdogan finirait par dénouer sa position sur la Suède. Mais il est vrai que reporter de cette manière l'entrée de la Suède dans l'OTAN c'est préjudiciable aux intérêts stratégiques de l'Alliance atlantique.
Donc après la Finlande, la Suède, qui se voit accorder son quitus, dont la candidature serait ratifiée par la Turquie. Et puis alors, de façon plus incertaine, ce qu'on serait en tout cas en droit d'attendre, c'est une participation active de la Turquie au renforcement du flanc est de l'OTAN, depuis la Baltique jusque la mer Noire. Donc, d'une manière générale, là, on peut espérer une politique étrangère qui serait plus en accord avec les engagements pris par la Turquie dans l'OTAN sur le plan multilatéral, et puis également dans le domaine des relations bilatérales, Turquie, États-Unis, Turquie, Royaume-Uni, Allemagne, France, etc. Ça, c'est pour les questions politico-militaires, diplomatico-militaires. Dans le cadre de l'Union européenne, en cas de victoire de l'opposition, il serait enfin possible de discuter de la modernisation de l'union douanière, peut-être du régime des visas. Donc, on a une certaine marge de progression. Alors, pour autant, ce sur quoi je voudrais insister, et c'est pour ça que j'ai dit précédemment qu'il fallait raison garder, ce qu'un certain nombre de points durs, entre guillemets, de questions sensibles persisteraient, demeureraient. Là, ce sont des problèmes géopolitiques à caractère structurel, des questions qui sont considérées à Ankara comme des enjeux de sécurité nationale. Alors, il y a la question de Chypre et de ses eaux, de sa zone économique exclusive, avec les ressources en gaz que cette zone économique exclusive contient. La question de Chypre, elle est bien antérieure à Erdogan, elle est même antérieure à l'opération Attila, qui avait été lancée en 1974, et elle perdurera à Erdogan, à l'éventuel effacement d'Erdogan. Donc ça, c'est une question importante, qui demeurera un point de discorde. Il y a la question des rapports avec la Grèce et des revendications turques en mer Égée. On sait que la doctrine de la patrie bleue qui a gagné en importance en Turquie, et donc à la volonté de faire de la Turquie une puissance navale, une puissance maritime, avec tout ce que ça induit comme revendication en mer Égée. Il y a la question des rapports avec l'Arménie, à moins que la diplomatie américaine et la diplomatie occidentale ne parviennent à faciliter un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Là, inévitablement, ça aurait des conséquences pour la Turquie. Il y a la question du Kurdistan turc. Donc là aussi, c'est une question très vieille. Elle se posait déjà à l'époque de Mustafa Kemal. Là, ce n'est pas une spécificité d'Erdogan, loin s'en faut. Et donc, là, c'est une question qui continuera à se poser après un éventuel départ de Erdogan. Et puis, autre point critique, c'est la volonté turque de conserver, parce qu'on pourrait appeler une relation spéciale avec la Russie. Elle existe sur le plan énergétique, il y a le gaz, il y a la centrale nucléaire de Mersin, dont Marie a rappelé l'existence préalablement. Il y a aussi toutes les questions économiques et commerciales, notamment la question du blé. Donc, il y a bien tout un système d'intérêts entre la Russie et la Turquie, avec un certain nombre de dépendances turques, et la Turquie qui se transforme depuis plusieurs mois en un hub de contournement des sanctions occidentales, une plateforme de contournement des sanctions occidentales. Là, on peut penser que c'est quelque chose qui ne sera pas aisément résolu. Alors après, il faudrait également travailler sur le rapport entre la Turquie et la Chine, les nouvelles routes de la soie, mais ça nous emmènerait un peu trop loin. Mais conservons à l'esprit, encore une fois, la percée de la Chine dans le Golfe arabo-persique, plus largement au Moyen-Orient, sera un certain nombre d'effets, pas de conséquences dans les rapports avec la Turquie. Alors, mon troisième point, qui me servira de conclusion, il faut revenir sur la Turquie en tant que puissance et la politique étrangère d'Erdogan. Elle est assez difficile à nommer, cette politique étrangère, puisqu'elle combine à plusieurs références, des références à l'Empire ottoman, des références islamiques, des références au panturquisme, au pan-touranisme. C'est une politique qui s'inscrit dans différents espaces, le voisinage géographique, ce qu'on pourrait appeler l'étranger proche, plus ou moins proche de la Turquie, aussi bien terrestre que maritime, cet étranger proche, mais il y a l'arc islamique aussi à prendre en compte. L'arc islamique, là, c'est depuis le Maroc jusqu'à l'Indonésie. Le fait est que la Turquie mène une diplomatie active dans cet espace. Et puis enfin, on a le monde altaïque, de l'Adriatique à la muraille de Chine, ou encore
des Balkans au lac Baïkal. Ce qui ressort de cette politique étrangère, avec le recul que nous offrent ces 2 décennies de pouvoir AKP, c'est quand même la primauté de l'Anatolie. L'Anatolie en tant que masse terrestre, masse continentale, là c'est un ensemble puissant, étendu, charpenté, et puis simultanément c'est une péninsule, je le rappelais tout à l'heure, entre la mer Noire et la Méditerranée, avec tout ce que ça induit comme aspiration et revendication maritime. Donc, il y a l'Anatolie et puis il y a l'étranger proche de l'Anatolie. Et finalement, l'expression qui me semble le mieux collée, coïncider avec cette politique étrangère, c'est celle d'islamo-nationalisme. Le terme, d'ailleurs, l'expression n'est pas sans rappeler ce que l'on appelait la synthèse turco-islamique dans les années 1980. Alors, sous cette appellation, sous cette qualification, il y a une réalité fondamentale dont l'Europe, dont l'Occident en général doit prendre compte, c'est la modification du statut de puissance de la Turquie. La Turquie, pendant longtemps, était ce que l'on appelait un pivot, ce que l'on appelle un pivot géopolitique. Un pivot géopolitique, c'est un pays dont le pouvoir d'action reste limité, mais dont la situation géographique est importante et sensible, et de ce fait, ça lui confère une grande valeur. Et ce pivot géopolitique est devenu un acteur géostratégique de plein exercice, encore que, bien sûr, cette puissance, cette aspiration à la puissance, elle bute sur ses limites, mais en tout cas, un acteur géostratégique qui dispose d'une véritable capacité d'action et puis qui peut prétendre chercher à modifier les rapports de force dans son environnement. Alors certes, Erdogan a préjugé de cette puissance, il est certainement allé trop loin, il a négligé les bases économiques et technologiques de la puissance et un certain nombre de rapports de dépendance à l'égard des États-Unis, pas sur le plan militaro-industriel, à l'égard de l'Union européenne sur le plan économique et commercial. Et à trop vouloir exploiter toutes les opportunités qui se présentaient, il s'est aliéné bien des voisins. Il a mené une politique étrangère qui peut sembler brouillonne. On a pu parler de diplomatie patchwork, d'où la volonté d'ailleurs de rationaliser cette politique étrangère, d'amorcer un processus de normalisation diplomatique avec ses voisins depuis maintenant 2 ou 3 ans. Alors pour autant, un seuil a été franchi. La Turquie d'aujourd'hui n'est plus la Turquie de l'époque de la guerre froide, ni même celle des années 1990. C'est un fait qui doit être pleinement intégré mentalement, intellectuellement par ses alliés et par ses partenaires. Il importe de prendre conscience que ce pays n'est pas simplement une porte, une passerelle, un pont, un carrefour. Généralement, c'est toutes ces images qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle de la Turquie. C'est une véritable puissance, une unité de puissance avec laquelle il faudra compter à l'avenir, indépendamment des gens qui exercent le pouvoir, qui prennent la direction de ce pays. Merci, cher Jean-Sylvestre, d'avoir réalisé ce tour de force d'une intervention aussi complète en un temps aussi mesuré. Merci, cher Jean-Sylvestre. Je vous informe, je vous redis, chers amis, que tous ces éléments, effectivement, condensés par Jean-Sylvestre, vous les retrouvez dans son livre, qui, encore une fois, vient de paraître, Le Monde vu d'Istanbul. Alors, nous sommes en retard, pardonnez-nous-en, mais gardons quand même une dizaine de minutes, si vous le voulez bien, pour échanger avec nos 3 intervenants, Marie-Jégo, Selmine Seda-Kochkoun et Jean-Sylvestre. Chers amis, n'hésitez pas, vous connaissez Zoom, soit vous levez la main, soit vous prenez la parole en ouvrant votre micro. On va en revanche, s'il vous plaît, essayer de faire des questions brèves qui appelleront des réponses brèves. Merci par avance. Y a-t-il une première question ? Oui, moi oui, si je vous écoute, monsieur Delarue. Oui, si je puis me permettre, est-ce que Erdogan n'a pas une carte à jouer, ou la Turquie n'a pas une carte à jouer, de jouer les médiateurs dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et est-ce que ça ne serait pas de nature à le remettre en selle, si je puis dire, voilà. Autre question annexe, qui n'a pas été évoquée, mais
On a souvent dit que Erdogan était malade et avait… bon, voilà. Enfin, on l'a dit aussi de Poutine. Mais bon. La première pour Jean Sylvestre et la deuxième pour Marie Gégaud ou Selmine, si vous avez des éléments de réponse. Jean Sylvestre. Oui, alors sur la capacité de la Turquie à jouer les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui prétend être médiateur dans cette affaire. Quand on y réfléchit, d'ailleurs, le terme est un petit peu bizarre. Ça fait un peu grand frère de banlieue. C'est vrai que ça s'est imposé, mais ça en dit certainement long sur la manière dont on voit les relations internationales aujourd'hui en Europe. Mais le conflit dépasse en envergure, en enjeu, il dépasse les capacités diplomatiques de la Turquie, alors que la Turquie peut jouer les bons offices autour du blé, par exemple, et c'est aussi et surtout ça d'ailleurs, parce qu'elle a un certain nombre d'intérêts dans cette affaire. Elle prétend à la fois se poser en juge, mais elle est en partie prenante. C'est qu'une chose, mais ni l'Ukraine, ni la Turquie, ni la Russie, pardon, n'attendent grand-chose du côté de la Turquie. Je crois que ça va bien au-delà. Et puis alors la Turquie, dans cette affaire, elle maintient une certaine ambiguïté stratégique. Pour dire les choses de manière plus imagée, elle cherche à jouer sur tous les tableaux, sur deux tableaux. Mais le postulat de ce type de politique, c'est que ce conflit n'est pas si grave, n'est pas si important, reste limité et donc eh bien, on peut adopter ce type de posture. Mais au fur et à mesure que ce conflit s'inscrit dans la durée, qui gagne en importance, avec toujours des risques d'escalade, aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizontal, c'est-à-dire d'extension géographique, la Turquie aura de moins en moins la possibilité de jouer sur les deux tableaux et devra faire un certain nombre de choix. Je pense que dans les semaines, les mois à venir, les Américains, les Européens devraient accroître la pression sur la Turquie de façon à ce qu'elle cesse de jouer ce rôle de plateforme de contournement des sanctions, et il faudra bien qu'elle opère des choix. Merci Jean-Sylvestre. Sur la question de la maladie d'Erdogan, Marie Gégaud ou Selmine, un mot? Oui, je veux bien prendre cette question, essayer de répondre à cette question. Oui, l'état de santé, évidemment, il y a eu des inquiétudes là, il y a quelques jours, puisqu'il y a eu une semaine ou plus, puisque Erdogan a fait un malaise en direct à la télé. Il avait l'air épuisé. Il a ensuite parlé d'un virus gastrique. Et puis ensuite, il a repris ses meetings. Il avait l'air en forme normale. Il a 69 ans. Il a quand même été opéré d'un cancer du côlon à 2 reprises en 2011. Donc de là peut-être cette inquiétude. Vraiment, il a semblé, après ce malaise, être très très affaibli physiquement. Bon, on voit que c'est un homme évidemment qui a pris de l'âge, c'est normal, et il a peut-être plus la même vigueur qu'avant, mais quand même il suffit de le mettre sur la scène et c'est reparti. Et je me souviens l'avoir interviewé donc en 2016, 15 jours après le coup d'État, et il était arrivé, il avait l'air épuisé et il marchait péniblement, et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, c'est terrible, cet homme a pas l'air bien. Et en fait, il a un problème mécanique, je crois qu'il a un problème de sciatique qui revient souvent. Donc, il avait l'air très mal. Et puis, il s'assied, l'entretien commence. Et là, alors vraiment, il n'était plus le même homme. Il répondait, il n'avait absolument pas de notes. Ce qui était incroyable, en plus, c'est qu'on ne nous a pas demandé les questions. Juste avant, 5 minutes avant l'interview, son secrétaire de presse nous a dit « Je pourrais voir vaguement vos questions ». Alors que, bon, moi, j'ai interviewé Poutine ou d'autres dirigeants. À chaque fois, on nous demandait bien en avance les questions pour que la personne puisse s'orienter, etc. Lui, non, et il était extrêmement vigoureux et d'un esprit incroyablement affûté. Il répondait comme ça très bien, du tac au tac. Enfin, on voyait que voilà, la machine intellectuelle n'était pas en 2016, donc c'était en juillet 2016. Je vous remercie. Jean-Luc qui a levé la main, nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces 3 interventions. Dans la presse française, on parle de l'impact de la manière dont le tremblement de terre a été géré. Je n'ai pas capté dans vos interventions, ceci, j'ai entendu parler du chômage, de la situation économique, pas spécifiquement de cet événement. Alors, Marie Gégaud en a dit un mot tout de même. Peut-être que vous pouvez resynthétiser, Madame Gégaud, ce que vous avez
dit. Oui, j'ai dit que oui, j'ai dit qu'il y avait une grande, évidemment que l'événement était, enfin tout gouvernement confronté à un événement pareil, un séisme, un double séisme, deux fortes secousses sur 11 régions, des destructions énormes. Tout gouvernement peut-être aurait du mal à voilà. Néanmoins, les Turcs, les sinistrés, pas seulement, les Turcs ont été très très étonnés du retard pris par les secours, 48 heures et voire plus, qui a été fatal à de nombreuses personnes restées sous les décombres qui espéraient être secourues et qui n'ont pas pu être secourues. Ensuite, il y a eu quelques scandales au sujet de, par exemple, le Croissant Rouge turc a vendu des tentes à une ONG, alors que ces tentes, normalement, auraient dû être distribuées aux sinistrés. Donc, il y a eu comme ça des moments, voilà. Sans compter que ce qui a été aussi perçu par les gens, c'était une absence d'État. Voilà, les gens ont constaté que l'État n'était pas là, et je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, lors du tremblement de terre de 1999, le gouvernement a tout de suite fait appel à l'armée, parce que l'armée a des capacités, bien sûr, que les sauveteurs civils ont moins. Or là, Erdogan n'a pas fait. Il n'a pas fait appel à l'armée. Ça a étonné beaucoup de gens. Il a fait un peu tardivement quand sur les lieux de sinistres, il y avait des pillages, il a commencé à avoir des histoires. Et là, il a fait appel à l'armée pour sécuriser un peu. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait appel à l'armée pour jouer un rôle crucial dans les premières heures du séisme? On ne sait pas. On peut penser qu'il n'avait pas envie que l'armée se distingue et prenne. Enfin, comme c'est un homme qui est malade du contrôle, il voulait garder tout sous son contrôle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une autre question? Non, c'est bon. Je vais rebondir sur la question pour en poser une à Selmine. Est-ce que vous pouvez nous dire si des circonstances particulières, je voudrais vous poser une question sur les procédures de vote. Est-ce que des circonstances particulières ont été prises, des procédures particulières ont été prises dans les régions qui ont été frappées par ce séisme? Parce qu'il y a des centaines de milliers, sinon des millions de personnes déplacées. Donc, comment votent ces personnes? Est-ce qu'il y a des bureaux de vote mobiles? Est-ce que les listes électorales étaient à jour? Enfin, comment est-ce qu'on a procédé concrètement? Et ceci m'amène à vous poser une seconde question, toujours sur les procédures de vote. Y a-t-il de la part de l'opposition des inquiétudes sur la manière dont se déroulera le vote? Est-ce qu'il y a des observateurs étrangers? Est-ce qu'il y a un risque à vos yeux sur des risques de détournement des urnes, etc.? Est-ce qu'on peut vous entendre sur ces deux questions, Selmine, s'il vous plaît? D'accord, voilà, merci. Voilà, peut-être je peux commencer par la première et la deuxième question. En fait, en Turquie, le vote est une affaire très sérieuse et le taux de participation est traditionnellement plus élevé que dans les pays européens et donc la sécurité des élections est encore plus importante, mais suscite toujours des inquiétudes. Parce qu'il y a toujours des risques prévus et imprévus. Et donc, cette année, il y aura 190 000 urnes autour du pays et 61 millions de personnes voteront. Et donc, pour bien surveiller de près les urnes et être convaincus que les enveloppes et la procédure électorale sont en ordre. Les initiatives de la société civile vont jouer un rôle actif ce jour-là. Et c'est un signe en fait d'engagement démocratique. Et il y aura aussi les bénévoles citoyens qui vont en train de travailler. Qui vont être en train de travailler. Et aussi, pour l'instant, par exemple, des conférences et des vidéos sont préparées pour aider les citoyens à savoir si les enveloppes de vote sont fausses ou pas, etc. D'autre part, un logiciel a été déjà préparé pour permettre aux partis de comparer les résultats reçus de la commission électorale le soir de l'élection. Et de l'autre côté, un petit nombre d'observateurs étrangers est arrivé en
Turquie et environ 350 envoyés, si je ne me trompe pas, par OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais voilà, donc les séismes, oui, les séismes augmentent aussi les incertitudes, surtout dans les régions affectées par les séismes. En fait, il a été précisé que les victimes du séisme qui ont quitté leur ville voteront dans les villes où elles se sont rendues. Et celles qui se trouvent encore dans la zone de séisme voteront dans des containers. Mais en fait, dans ce pays de 85 millions d'habitants, presque 15 millions de personnes ont été directement touchées par le séisme et la plupart des survivants se sont installés dans des abris temporaires toujours. Et donc, ils habitent dans les villes de tentes ou containers, etc. Et 3 millions de personnes ont déjà migré vers d'autres provinces. La plupart des bâtiments administratifs de la région sont détruits. Les citoyens ont perdu leur carte d'identité, etc. Donc, bien sûr que tout ce chaos génère des difficultés pour les commissions électorales, évidemment. Mais en fait, ça c'est très, très important. Mais de l'autre côté, il y a aussi deux questions très importantes pour les sécurités des élections. L'un des sujets les plus discutés concernant la sécurité des élections est le nombre de migrants qui ont le droit d'obtenir la nationalité turque et de voter. Parce qu'en fait, le nombre ce n'est pas certain. Et de l'autre côté, c'est M. Kılıçdaroğlu qui a mis en avant. En fait, M. Kılıçdaroğlu accuse la direction de la communication présidentielle d'essayer de passer des accords avec le monde du dark web. Il s'agit d'une interférence électorale dans le cyberespace. Voilà, donc c'est aussi une autre question importante. Merci Selmine. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Non? Bon. Eh bien, écoutez, chers amis, il va nous rester à vous remercier de votre participation, remercier infiniment Marie Jagot, Selmine Sadakoshkoun et Jean-Sylvestre Mongrenier pour leur éclairage différent mais convergent sur cette échéance importante du 14 mai. Merci à tous d'avoir suivi nos échanges. Nous tâcherons de mettre, je vous en informe, cette vidéo en ligne le plus tôt possible, c'est-à-dire demain matin, pour pouvoir la diffuser d'ici l'échéance de dimanche. Et naturellement, nous continuerons au sein de l'Institut de travailler sur la Turquie et l'acteur géopolitique majeur qu'elle est devenue, comme l'a bien décrit Jean-Sylvestre Mongrenier. Merci à tous, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup.